On te suit. Super! Salut tout le monde! Fait que, comme vous pouvez sans doute le voir et l'entendre, je suis en train de courir. Vous allez comprendre pourquoi là, dans mon exposé dans quelques minutes. Je vais faire juste le transfert parce que plutôt que de me voir, j'aimerais que vous voyez ce que moi aussi je vois avant que je vous raconte ce que je fais. Je vais tourner ma caméra. OK, est-ce qu'on voit bien les magnifiques chantiers vers lesquels je me dirige? OK, c'est que dès qu'il y a moins de bruit, je commence à vous parler de moi. Je transite à travers ma lunette. Je suis un petit gars de Québec. J'ai grandi dans un beau petit bungalow des années 50, dans une belle rue droite avec des arbres, où tout le monde avait un char, tout le monde l'utilisait. Aussi, à la maison, on en avait une voiture. Et à la maison, la règle, c'était on se déplace en voiture quand il faut, pas chaque fois, nécessairement. On s'est donc retrouvé très jeune avec mon père qui avait son permis de conduire, mais surtout un laissez-passer d'autobus pour aller travailler, à devenir des utilisateurs récurrents de ces vieux, beaux, magnifiques bus de la CTCUQ devenue STCUQ devenue RTC. Mon premier contact avec le transit, au sens de transport collectif, ça a été pour me rendre à la garderie Jardin-Bleu, où j'allais dans le vieux Limoilou, les matins avec mon père en bus, qui me laissait mettre ces beaux vieux billets vintage dans la boîte, avec le chauffeur qui me laissait imposer tout mon petit poids de garçon de 2 ans et demi, 3 ans, sur le petit levier qui faisait tomber les billets dans la boîte, que j'étais donc content et fier de pouvoir faire ça. Et les premiers paysages de transit de ma vie, ça a été la carte du réseau de cette société de transport collectif, les petits livrets de parcours, la ligne 3 dans mon cas, que j'ai utilisé depuis la garderie pour aller en 5e, 6e année à l'école Saint-Jean-Baptiste, pour aller au secondaire à l'école Joseph-François Perrault. Et donc, mon enfance et mon adolescence ont été vécues à travers le prisme de l'automobilité sans automobile, avec des laissez-passer, puis les clés de la mobilité basées sur savoir comment se déplacer autrement. Et ça a vraiment dicté la suite de mon parcours. Parcours qui s'est éloigné de Québec une première fois pour aller au cégep de Jonquière dans un programme de formation en technique de communication dans les médias que j'ai suivi. Prochaine diapo, Myriam, s'il te plaît. C'est Myriam, la maître de cérémonie et chef d'orchestre, qui va faire avancer les diapos pendant que moi, je transite. Je tente de t'appuyer, Olivier. Là, j'ai des petites difficultés d'ordinateur, mais je suis là-dessus. Ça va? Je vais vous montrer le beau vieux silo numéro 5 tout rouillé pendant ce temps-là. Donc, c'est ça. Ce premier transit dans ma vie à 17 ans. Je suis dirigé de mon Québec natal vers Jonquière, Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller étudier, pour devenir animateur radio. Confiant que j'avais ce qu'il fallait pour faire une prolifique et prestigieuse carrière comme correspondant parlementaire sur la colline à Ottawa pour CBC Radio-Canada, où je suis allé faire mon stage de fin de programme de technique de communication dans les médias, puis où j'ai découvert, dans le fond, que il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes qui arrivent avec des excès d'enthousiasme et d'énergie dans des grosses boîtes comme celle-là. Fait que je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai appris comment dire, je vais aller apprendre quoi dire. Fait que je me suis inscrit au baccalauréat en histoire et en sciences politiques à l'Université du Québec en Outaouais,
Donc, deuxième transit, déplacement du Saguenay-Lac-Saint-Jean vers une autre région où j'avais jamais mis les pieds auparavant, l'Outaouais, où, avec ma blonde de l'époque, on s'est installé puis on s'est dit, tiens, peut-être bien qu'on pourrait faire notre vie ici, jusqu'à ce que je parte pour ma deuxième année de bac en Suède, découvrir l'Université de Lund, l'approche suédoise sur l'État-providence, sur la planification du transport collectif, sur l'utilisation du vélo comme mode de déplacement pour à peu près 40 des 80 000 étudiants de l'Université de Lund où je suis allé. Tomber amoureux de cette culture-là, de sa façon de se soucier de l'environnement, d'incarner ce souci-là dans sa façon de se déplacer, dans sa façon d'être inclusive. Alors, je me suis dit, ben, là, c'était juste une année d'échange. Je retourne en Outaouais, finir mon bac, mais je retourne en Suède dès que possible, avec l'espoir d'y faire ma maîtrise. Mais évidemment, ben, comme la vie n'accepte jamais de me laisser suivre les trajectoires que je me destinais à suivre, je suis passé par d'autres chemins. Brève incursion en Suisse aussi, à Lausanne, pour suivre ma blonde de l'époque, qui était aussi allée étudier en échange, où j'ai aussi pu tisser un premier partenariat avec un professeur là-bas, Vincent Kaufmann, qui est un des grands penseurs de la sociologie de la mobilité, qui m'a ouvert les yeux sur des nouvelles perspectives, sur le fait que le fait d'être mobile, ça peut être un cadeau, ça peut être un capital, mais c'est aussi pas nécessairement quelque chose qu'on est obligé de s'approprier, la mobilité. On peut faire le choix de l'immobilité. Ça peut être quelque chose qu'on décide pour soi. Ça a complètement révolutionné ma perspective sur le lien entre la mobilité et l'aménagement du territoire, ce qui fait que, revenu de Suisse, j'ai fait une nouvelle transition dans mon programme après ma maîtrise sur des enjeux de mobilité assez classiques. J'ai rencontré Dominique, la femme de ma vie, la mère de ma fille, de notre fille, et on a déménagé ensemble à Montréal pour que je puisse venir étudier au doctorat en aménagement et en urbanisme avec cette nouvelle perspective sur la mobilité qui a été changée par cette approche-là que se déplacer, c'est parfois subi, puis c'est parfois une activité qu'on ne désire pas et qu'on peut infléchir cette espèce d'obligation pesante que certaines personnes ressentent de se déplacer en agissant intelligemment sur l'aménagement du territoire. L'ironie du sort, c'est que je vous dis ça en vous montrant les constructions de condominiums dans Griffintown, où je trouve qu'on ne parle pas nécessairement d'une intervention intelligente sur l'aménagement du territoire, mais il reste toujours que ça s'inscrit dans la perspective théorique de ce que j'ai étudié dans mon doctorat, un outil qui s'appelle, à juste titre pour aujourd'hui, Transit Oriented Development, donc le développement urbain axé sur le transport collectif. Donc, vous voyez une incarnation prochaine avec le REM, Réseau Express Métropolitain, en construction ici à Montréal. L'idée, c'est de concentrer les activités urbaines autour du transport collectif pour que les gens aient d'autres choix pour se déplacer que toujours l'automobile. Donc, 4 années à scruter cette question-là au doctorat, avec l'intime conviction que, après une première transition du milieu des communications vers le milieu universitaire, j'avais trouvé ma voie pour devenir professeur. Donc, transition à nouveau à l'intérieur des murs universitaires, du doctorat au post-doctorat, que j'ai entrepris à l'Université de Waterloo en 2016, après avoir complété mon doctorat. Prochaine. Et très content aussi de pouvoir faire ce doctorat-là avec toute la liberté des médias, des nouvelles technologies de l'information et des communications à distance, sans devoir aller vivre à Waterloo.
en étant en contact avec mon directeur de postdoc tout au long de chez moi à Montréal pour continuer à étudier ces questions-là de Transit-Oriented Development, d'urbanisme et de mobilité durable. Ce qui fait que j'étais plus que jamais convaincu qu'avec le profil que j'avais avec mon CV, j'aurais tout naturellement une place comme prof à l'université sur la base de ce que me disaient tous mes collaborateurs, mes directeurs, les profs avec lesquels j'ai interagi. Mais j'ai pas trouvé de place dans le milieu universitaire montréalais sur les questions d'urbanisme et de mobilité. Ce qui fait que j'ai été obligé de faire un nouveau pas de côté, une nouvelle transition des murs de l'université vers les murs d'un organisme qui travaille sur les enjeux d'aménagement du territoire et d'urbanisme, qui s'appelle Vivre en ville, un organisme qui fait un travail essentiel pour faire évoluer les mentalités sur le rapport à l'auto, le rapport à la consommation d'espace et de ressources, la suburbanisation, la dépendance automobile. Puis on m'y a fait une place de choix. On m'a permis vraiment d'aller ajouter une perspective théorique et analytique cruciale qui émanait directement de ce que j'avais fait au doctorat puis au post-doctorat. Donc, exit l'université, mais je restais dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme jusqu'à ce que la pandémie nous tombe dessus, que je me retrouve confiné à la maison et que, à nouveau, la vie décide de mettre en travers de mon chemin une autre occasion dont je vais déterminer si je la saisissais ou non, un autre pas de côté majeur que j'aurais jamais envisagé de faire, dont je rêvais aussi. Et je vous parlais de Vivre en ville comme d'un organisme que j'admirais depuis longtemps. La clinique du coureur, c'était pour moi l'incarnation parfaite de toutes les valeurs qui m'étaient chères. La santé par la course à pied, la possibilité de s'épanouir par le sport, de rayonner dans son milieu pour devenir un acteur contagieux qui invitait et qui incitait les gens à bouger, à avoir un mode de vie actif, puis surtout à pas catastrophiser puis à pas s'apitoyer sur son sort s'il y avait un petit bobo, un petit problème qui l'empêchait d'être actif, mais qui vise plutôt à dire aux gens votre corps est capable d'en prendre si vous respectez le rythme auquel il peut en prendre. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos symptômes, vos signaux, puis vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez. C'est pas vrai que c'est une petite blessure maintenant qui va vous arrêter pour de bon. Donc, quand Blaise, Mélanie, Isabelle m'ont approché, m'ont dit « Hey, on t'aimerait dans l'équipe, on pense que tu pourrais ajouter une belle énergie. » J'ai dit « Ah, mon Dieu! Ah! » Parce que là, j'avais déjà pris le pas de côté de l'université. Je m'apprêtais à sauter à pieds joints dans cette belle entreprise affranchie. Mais là, c'était 9 années de parcours universitaire en aménagement et en urbanisme qui n'avaient plus du tout de sens puis qui étaient mises de côté. Fait que j'ai dit pourquoi pas. Toutes les fois où j'ai dit allons-y, sautons puis voyons ce que ça donnera, ben la vie m'a souri. Donc, en pleine pandémie, j'ai plongé. Puis je travaille maintenant pour une organisation qui fait que j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai jamais l'impression qu'on me met de la pression, que les attentes à mon égard sont insurmontables, qu'on a besoin de vérifier que je fais bien mon travail. Tout est fait en belle collaboration, avec bienveillance, puis je pourrais pas rêver de meilleur contexte pour m'épanouir, même dans une des périodes les plus difficiles de nos vies récentes. Fait que c'est sûr que d'un point de vue professionnel, ma vie a été le chaos de transition perpétuelle. Je dirais que par contre, ça m'a habitué au fait que justement, le mouvement, c'est pas quelque chose qu'on doit essayer de freiner. On doit au contraire s'en servir comme un outil. Ce qui fait que je
je suis devenu, un peu malgré moi, et contre toute attente, à la réalité montréalaise, c'est aussi ça. Des pick-up stationnés dans les pistes cyclables, c'est le bord du canal. Je me suis retrouvé, après avoir passé 3 années de doctorat à pester contre les pannes de métro, puis le fait d'être toujours dépendant d'un horaire de passage, puis de panne potentielle. Ma blonde m'a dit « Hey, toi qui dis, là, j'aimerais ça commencer à courir plus sérieusement, là, pourquoi tu ne courrais pas pour te rendre à l'université? » Puis, non seulement l'idée était intelligente, mais de cette façon-là, je me retrouvais à pouvoir pratiquer une activité que j'aimais dans du temps que je considérais perdu. J'arrivais au bureau plus productif, plus énergisé, plus dynamique, comme si j'en avais besoin, vous direz, mais bon. Et je me suis fait contacter 1 an et demi après avoir commencé à faire ça par une journaliste de presse qui avait entendu parler de cette espèce de mouvement qui grandissait, des coureurs navetteurs, run commuters en anglais, qui étaient déjà quand même assez nombreux à le faire depuis assez longtemps quand j'ai été contacté, mais qui n'avaient pas une perspective analytique, théorique sur ce que ça signifie de transformer le déplacement en une activité subie et pénible, en un programme en tant que tel de vie, en une partie intégrante de notre personnalité, puis de ce qu'on souhaite faire. Fait que je suis devenu un peu comme ça, une des figures du mouvement au Québec de course utilitaire. Puis je me suis rendu compte, donc, en commençant à être contacté par plein de gens qui le faisaient aussi un peu dans l'ombre, qu'on était nombreux, même parmi mes amis, à le faire. Ce qui fait que, comme on était rendus des jeunes papas, puis qu'on trouvait qu'on n'avait jamais de temps pour courir ensemble, mes potes Marc-Olivier puis Pierre-Michel, on dit, garde là, on va se creuser un temps dans notre routine de déplacement, un matin par semaine, puis on va aller trotter un peu ensemble en pause de notre déplacement. Puis on a commencé ça un matin de février où il faisait doux, mais quand même, où finir autour d'un espresso, ça nous a permis de nous réchauffer, puis de savourer une espèce de moment d'éternité où on n'a pas tellement saisi à ce moment-là, mais on venait de transformer nos déplacements en une activité qui était aussi sociale. Puis d'autant plus sociale que notre ami Pierre-Michel adore documenter nos sorties par des photos. Et ce matin-là, quand il l'a fait, une photo au bout du quai de l'horloge, une photo autour de nos espressos, il a mis ça sur Facebook et les gens se sont mis à dire « Oh, c'est bien cute! » Et là, on a dit « Ah, on est les cute! » Comment est-ce qu'on ferait un acronyme inversé avec cute? Puis C pour coureur, c'était clair. U, ça a été utilitaire, mais aussi urbain. On n'était pas trop clair là-dessus. Puis E pour espresso. Mais là, sur le T, on a longuement débattu. Puis on a fini par choisir coureur utilitaire transpirant l'espresso. Parce que c'est pas si vrai l'hiver, mais l'été, mettons que ça sent pas juste le café quand on s'arrête. Puis de 3 gars, le premier matin, on s'est vite ramassé à être 8, 12, 18, je pense, pour une sortie spéciale qu'on avait fait pour l'anniversaire de Dominique. Maintenant, ben, on a presque 600 personnes sur notre fanpage. On a une cellule à Québec qui fait 2 à 3 sorties par semaine. On a une nouvelle cellule à Sherbrooke. J'ai même eu vent qu'il y avait quelqu'un qui voulait en partir une à Grenoble. Puis, encore une fois, totalement pour rire, sans se prendre au sérieux de la moindre des façons. Ben, on a comme parti un mouvement de gens qui tripent sa course, qui se déplacent comme ça, puis qui veulent finir avec un café pour trinquer puis dire on partage quelque chose ensemble, puis on veut souligner ça. Fait que pour moi, c'est devenu un peu un leitmotiv que si c'était bon pour moi, c'était aussi bon pour ma famille, que être maître de sa mobilité,
pouvoir faire son transit comme une activité plutôt que comme un passage obligé, ben, je me suis dit, profitons de l'occasion de l'arrivée de Camille dans nos vies pour en faire une être automobile. Son premier véhicule, ça a été le plus beau d'entre tous, la grosse bédaine de Dominique, la veille de la naissance, les pieds dans l'eau sur le bord du fleuve à Verdun. Puis que la vie était donc belle quand son mode de déplacement, c'était une belle bulle de liquide amniotique. Puis on a recréé quelque chose de similaire. On s'est dit, peau à peau, collé sur papa, 6 mois de congé de paternité, je veux créer un lien avec cette petite bébite-là. Je veux la rendre citoyenne du monde. Je veux qu'elle voie la vie comme moi dès son plus jeune âge. Fait qu'au lieu de l'installer face à mon ventre ou la face dans mon dos, comme la plupart des parents font avec les porte-bébés, je l'ai mise face en avant, la tête qui sort par la fermeture éclair de mon manteau. Puis je l'ai promenée partout dans Montréal, tout au long de ces 6 premiers mois de vie que j'ai passé collé sur elle, à lui apprendre que il y a plein de raisons de sourire, il y a plein de raisons de saluer des gens, de renvoyer des grimaces, puis d'exister avant même qu'on puisse marcher nous-mêmes. Dès que la saison est devenue belle, puis dès qu'elle a pu se tenir assez solidement, je l'ai installée dans la poussette, puis je me suis mis à sortir courir avec elle tous les matins très tôt pour laisser Dominique finir sa nuit. On partait ensemble 1 heure sur le bord du canal que vous voyez en ce moment. Elle dans la poussette, moi en arrière à pousser. On allait acheter du pain ou des croissants. On s'arrêtait dans un café. Je faisais ma propre cute avec mon espresso pendant qu'elle buvait son biberon tiré la veille. Puis on partageait un moment unique comme ça où je lui apprenais qu'on peut se déplacer sans autre but que d'être ensemble pendant qu'on le fait. Puis ben, sitôt qu'on a pu, on s'est mis à prendre le métro avec elle pour aller rendre visite à ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Et ben, vous pouvez le voir, hein? Elle est clairement très heureuse de s'accrocher par elle-même, comme si elle était déjà aussi grande, puis de commencer à découvrir des nouvelles facettes de son automobilité. L'enjeu dans notre famille, par contre, c'est que autant Camille a toujours aimé se déplacer avec sa maman, autant elle n'a pas toujours pu le faire avec autant de facilité. Mais c'est pas parce que Camille avait des enjeux de mobilité, c'est parce que pendant que Camille devenait de plus en plus automobile, pendant que Camille commençait à marcher avec moi, main dans la main, pour se rendre à la garderie, pendant qu'elle devenait non plus la passagère du métro, mais la conductrice de sa propre mobilité, ou même sur mes épaules, où elle pouvait marcher aussi vite que moi, grâce à un peu d'aide. Camille gagnait en mobilité pendant que Dominique perdait la sienne. Puis moi, ça a été probablement le moment le plus difficile de toute ma vie à date. Je souhaite à personne d'en vivre des aussi difficiles que ça. Parce que pas longtemps après que Camille a pu commencer à marcher, Dominique a perdu la capacité à marcher. On a découvert en novembre 2017 que ses symptômes, c'était la maladie de Parkinson. Un dérèglement des cellules dopaminergiques dans son cerveau qui fait qu'elle n'a plus le contrôle sur ses bras et ses jambes. Elle fait des mouvements involontaires. Puis le patron de marche a rendu un défi. Si nous, ce qu'on trouve difficile, c'est de finir un marathon, même ma blonde, chaque pas qu'elle essaie de faire, c'est comme les derniers pas d'un marathon. Tous les jours, depuis 3 ans maintenant. Puis ce qu'elle a dans la bouche sur cette photo-là, c'est un appareil qui l'aide à essayer de remoduler son cerveau, lui redonner l'automatisme de la marche. Mais ça se fait pas en criant lapin. Tous les jours, elle s'entraîne avec cet appareil-là dans la bouche pour retrouver son patron de marche. Puis, pour moi, cette photo-là, c'est vraiment l'emblème de la banalité
de la mobilité pour nous, qui est vraiment pas banale pour plein de gens. Parce que ce matin, juste avant de me connecter avec vous, j'étais allé reconduire ma fille à la garderie, mais j'aurais jamais pensé à me prendre en photo une fois arrivé à la garderie avec Camille. Parce que pour moi, c'est un geste banal. Mais Dominique, d'être capable d'amener Camille à la garderie le matin en marchant, pour elle, c'est comme pour vous et moi gravir l'Everest. C'est un défi, puis le relever, c'est une source de fierté. Puis, si pour moi, il y a une belle allégorie de la mobilité qu'on ne doit jamais tenir pour acquise, c'est bien celle-là. Je vous parle en courant. Je passe des dizaines d'heures par semaine à me déplacer en bougeant sans même y penser. Puis ma blonde, pour mettre un pied devant l'autre, il faut qu'elle décortique chaque mouvement puis qu'elle s'efforce constamment. Que la mobilité, là, c'est jamais donné. Puis la vie nous forcera toujours à nous adapter. Des fois, on s'adapte par nous-mêmes. Des fois, c'est avec l'aide de nos proches. Nous, nos proches qui nous ont redonné des clés de notre mobilité, c'est les parents de Dominique qui nous ont offert en juillet 2018 un cargo vélo que je propulse avec ma propre énergie, qui est devenu notre véhicule automobile. J'assois les filles en avant, puis on se déplace comme ça ensemble pour que je puisse amener Dominique à avoir une vie normale avec de la mobilité assistée. Puis, c'est pas une automobile. C'est pas juste un véhicule dans lequel on fait un trajet du point A au point B pour commencer notre activité au point B. Les déplacements en famille en cargo vélo, c'est devenu notre activité. Puis Camille nous l'a dit encore la fin de semaine dernière, quand on lui racontait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'automobile, encore plus maintenant qu'il y a la pandémie. Puis on lui demandait, toi, comment tu aimes te déplacer? Est-ce que tu aimes ça, prendre l'auto avec tes grands-parents? Puis Camille nous a répondu, moi, papa, ce que j'aime le plus, c'est les balades en cargo vélo avec toi puis maman. Puis je trouve que c'est vraiment une des plus grandes sources de fierté pour moi d'avoir fait en sorte qu'elle soit aussi contente que notre solution de mobilité, bricolée puis rapiécée, ça soit pour elle une source de bonheur puis de fierté. Fait que je voulais juste vous dire, chérissez-la votre mobilité, défendez-la, puis surtout, n'oubliez pas qu'elle n'est pas automatique pour beaucoup de gens. Fait que, si on pouvait juste conscientiser à l'égard de ça, une personne, chacun, dans notre entourage, qu'il y a des êtres à mobilité réduite, puis que la société peut s'adapter à elle, plutôt que de les forcer à s'adapter à une société qui les handicape, ben moi je dirais mission accomplie pour aujourd'hui. Fait que je voulais juste vous laisser avec la question qui va initier les discussions en sous-groupe. Est-ce que la pandémie et le confinement vous ont fait perdre en mobilité? Qu'est-ce que vous avez perdu? Puis comment vous vous êtes adapté? Merci.